outro fator é entender Toda experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à tous. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le général Didier Gastre, qui nous fait le plaisir de nous expliquer un petit peu les enjeux des opérations extérieures pour la France, ou les OPEX, comme ils appellent usuellement. Donc, cher Didier, merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps. Je sais que tu es très occupé et aujourd'hui, tu travailles comme associé senior chez ESL Networks, mais ton passé dans les armées est très impressionnant puisque tu as été entre 2005 et 2009 à état-major particulier du président de la République, avant de rejoindre jusqu'en 2011 le Centre de planification et de conduite des opérations, le fameux CPCO, et finir ta carrière comme sous-chef d'état-major opération à l'état-major des armées. Donc, ton parcours professionnel nous permet aussi d'illustrer finalement tous ces enjeux d'opérations extérieures qui sont un engagement de long terme, puisqu'en fait, on peut faire remonter à 1969, la première opération OPEX moderne, si on peut dire, avec l'opération Limousin au Tchad. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi aujourd'hui les OPEX ont pris une place aussi importante, en particulier depuis la dernière décennie, pour les armées françaises? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette évolution? Oui, bien sûr, c'est évidemment une question dont, à mon sens, on doit aller chercher les racines encore plus loin dans le temps. Et je pense qu'il faut faire un peu d'archéologie des relations internationales et des crises qui ont jalonné ou émaillé ces relations internationales. En fait, je vois 3 ou 4 raisons qui, selon mon point de vue, expliquent un peu cette espèce de prolifération des OPEX. La première de ces raisons, elle est quasiment historique, elle est à rechercher dans les conséquences de la guerre froide et de l'affrontement considéré comme mortel entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et pour ça, je me rapporte à la fameuse, en tout cas à la citation qu'on prête à Raymond Aron, qui est paix impossible, guerre improbable. Et comme la guerre est improbable, parce que tout le monde craint qu'elle dégénère en une escalade nucléaire, alors on va déporter l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest sur des terrains neutres dont on pense qu'ils ne peuvent pas amener à cet enchaînement nucléaire. Et l'Afrique va être à ce moment-là l'endroit privilégié pour que les deux idéologies, par proxy interposé et par soutien interposé, s'affrontent. La France, compte tenu de son passé en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et compte tenu de son appartenance au bloc de l'Ouest, était évidemment le pays idoine pour conduire ces opérations dans cette zone-là, à la fois pour lutter contre l'idéologie soviétique, à la fois pour soutenir le camp occidental, à la fois aussi, évidemment, pour défendre ses propres intérêts. Quand on lisse les opérations conduites par la France, OPEX de plus ou moins longue durée depuis 1964, 1964, c'était une opération française qui visait à remettre au pouvoir le président gabonais Léon Mba, qui avait été chassé du pouvoir. En fait, on observe qu'il y a eu une intervention en OPEX de la France tous les 15 mois. C'est la réalité depuis 1964. Une tous les 15 mois. Alors, plus ou moins longue, c'est pas à chaque fois Serval, c'est pas à chaque fois la Côte d'Ivoire, mais voilà le niveau d'interventionnisme de la France en Afrique. La deuxième raison, à mon sens, elle est à chercher dans la fin de l'histoire qui a été proclamée prématurément par Fukuyama. Et cette fin de l'histoire, elle annonçait de façon et prématurée et fausse la victoire du bien sur le mal et la victoire d'un modèle occidental. Le modèle occidental, c'était la religion des droits de l'homme, le culte de la démocratie représentative, le libéralisme économique, la libre circulation des biens et des personnes. Et ce modèle qui s'était imposé à la fin de la guerre froide était donc le modèle qu'il fallait imposer à tout le monde. Il était universel. Et à ce moment-là, sous l'égide à la fois des Nations Unies, sous la pression parfois des États-Unis, alors il s'agit d'étendre ce modèle au monde entier. Voilà. Et donc, pendant cette période, les fameuses OPEX sont en fait des opérations de police internationale, et si je peux me permettre de le dire comme ça, pour faire rentrer dans le rang les gens qui
qui n'ont pas accepté complètement le modèle vainqueur de la guerre froide. La troisième explication de cette prolifération des OPEX, à mon sens, c'est quand l'histoire se remet en marche. Et en fait, l'histoire se remet en marche à partir des attentats elle se remet en marche à partir de la fin de l'Union soviétique en 1991, puis de façon plus accélérée à partir du moment où des puissances occidentales sont attaquées sur leur sol, dans leur chair, ce qui n'était plus arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on se retrouve confronté à une nouvelle logique d'affrontement qui n'est pas la logique ancienne, qui est issue du traité de Westphalie, où ce sont les États qui sont opposés les uns aux autres et où ils ont le choix entre l'utilisation de la force ou de la guerre pour résoudre leurs conflits ou de la diplomatie. Là, on se retrouve dans une série d'affrontements où les États sont confrontés à des bandes. Et si l'on veut bien donner du crédit à Clausewitz dans sa formule la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens, peut-on faire de la politique avec des proto-États? Peut-on faire de la politique avec Daesh ou avec AQMI? Et donc, sur la base du fait qu'on ne peut pas aboutir ou atterrir, en tout cas à court terme, sur un processus diplomatique, alors c'est cette fameuse lutte globale contre le terrorisme qui fait qu'on voit se développer des opérations extérieures, lourdes ou pas lourdes, la guerre des drones, le Pakistan, l'Irak, le Yémen et l'Afrique, etc. J'ajoute un dernier argument ou un dernier élément à ce phénomène. C'est probablement et récemment une très forte désinhibition des politiques dans le recours à la force armée pour résoudre les crises. Peut-être parce que plus aucun n'a vraiment une connaissance de ce que sont les armées, peut-être parce que plus aucun n'a une connaissance de quels sont les effets de la force. Le dernier président français qui a connu la guerre, si on considère que la guerre d'Algérie en est une, c'est le président Chirac. Et le dernier président français qui a fait un service militaire qu'on peut considérer comme sérieux, c'est le président Hollande, en étant aspirant au 71e régiment de génie, je crois. Voilà. Cette désinhibition, elle est peut-être aussi liée à un autre facteur. D'abord, il n'y a pas d'autre alternative. On ne voit pas comment résoudre une crise à court terme, dans l'urgence, si ce n'est en engageant la force. Il y en a probablement une qui n'est pas plus cynique, elle n'est pas cynique, mais qui n'est pas neutre, c'est que les armées, le système militaire en opération est probablement quelque chose de très réactif et qui incarne la volonté politique de s'engager dans une crise. Voilà, pour moi, et vu de Sirius, ce qui contribue à cet emballement et à cette multiplication des OPEX. Merci beaucoup. Alors, tu évoquais justement le changement de nature du conflit, où on n'est pas dans un conflit entre États, comme on définissait dans les États-nations, mais bien dans une lutte contre des formes plutôt hybrides d'engagement politique, religieux. Et les OPEX se distinguent de la guerre classique par des modes d'engagement qui sont plus de lutte contre la guérilla plutôt que de l'affrontement, de la bataille décisive de chère Clausewitz. Et ça suppose une adaptation des armées françaises par rapport à ça. Comment vois-tu l'adaptation justement de ce type d'engagement qui est aujourd'hui l'engagement prioritaire des forces à des niveaux très élevés? On n'a jamais été autant engagé en termes tant budgétaires qu'en termes d'hommes. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de vraiment répondre à ce type de menaces? Alors, est-ce qu'on est capable? Ça, c'est chaque Français est juge au regard des résultats. Je pense que la question qui est posée est intéressante dans la mesure où moi j'ai la conviction que dans le domaine de l'espace de bataille, comme dans le domaine des gens qu'on affronte, on est passé d'un système 2.0 à un système 3.0 sous l'effet d'un certain nombre de facteurs. Et je voudrais simplement m'arrêter sur ce que je considère comme structurant dans la réponse qu'on apporte, qui est la transformation de nos adversaires, de nos ennemis sur le terrain. Même si en ce moment, l'agression et l'invasion russe modifient un peu la constance de ce que je vais dire, je pense que c'est quand même l'exception qui confirme la règle, nos ennemis les plus probables dans les 10, 15, probablement 20 années qui viennent, seront des ennemis qui recourront à des modes asymétriques et hybrides. Pourquoi des modes asymétriques?
D'abord parce que ce sont les modes d'action qui contournent le mieux les rapports de force disproportionnés. On a bien vu dans tous les grands conflits dans lesquels on a été engagé, Afghanistan, Mali, on voit bien que des armées conventionnelles peinent à prendre l'ascendant contre des gens qui ont une poignée de dattes dans une poche, une poignée de munitions dans l'autre, des claquettes et une Kalachnikov. Et donc, ces modes d'action asymétriques, ils contournent ou ils comblent le différentiel de potentiel entre deux adversaires. Ensuite, ce sont les modes d'action qui sont les plus économiques, les plus économes. Et je regardais récemment le prix d'une campagne de bombes improvisées au Mali, qui est quand même ce qui crée le plus de pertes au Mali, c'est 7 000 $. Avec 7 000 $ par an, vous êtes capable de créer et de mettre en place 200 bombes artisanales. Et 200 bombes artisanales, hélas, on peut considérer que ça va faire entre 150 et 300 victimes pour 7 000 $. Donc, ce sont des modes d'action qui sont très peu onéreux. Et puis enfin, ce sont des modes d'action qui sont très ambigus, longtemps ambigus et finalement facilement réversibles. Contrairement au déploiement d'une opération où la logistique, les installations sont lourdes et difficiles à désengager, comme on est en train de l'observer pour le Mali. Cet ennemi asymétrique, il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il privilégie le plus souvent l'utilisation des populations comme cheval de Troie de son action. Et la population, qu'elle soit volontaire ou pas, nolens-volens, le protège. Il est fondu dans la population, ce qui a pour nous une conséquence impérative, c'est la discrimination dans l'emploi de la force, la discrimination. Et je pense que ce n'est pas uniquement un problème éthique ou déontologique, c'est un problème opérationnel. Car maintenant, on a hélas l'expérience, pour peu qu'on ait oublié le temps passé, que lorsqu'on tue, par erreur évidemment, un non-combattant, on fait se lever à ses côtés son père, son frère, son cousin, ses neveux, une dizaine de personnes. C'est ce que j'appelle l'arithmétique de la rébellion. L'arithmétique de la rébellion, c'est que souvent, c'est la force, quand elle est mal contrôlée, que ce soit par les forces étrangères ou par les forces locales, qui est le meilleur sergent recruteur des rébellions ou de nos adversaires. La deuxième caractéristique qu'il faut avoir en tête dans ce nouveau champ de bataille, c'est un ennemi qui esquive systématiquement l'affrontement direct, sauf s'il a décidé le contraire. C'est une grande partie de cache-cache sur des terrains immenses et sur des terrains qu'il connaît mieux que nous, avec un ennemi qui est capable de mettre en œuvre et de combiner très facilement des principes de dilution avant action, de concentration pour conduire une action et d'évaporation après avoir conduit cette action. On l'a vu évidemment de façon très nette au Mali, avec ces essaims de moto qui arrivent de nulle part, on n'arrive pas à les détecter, qui se regroupent, qui conduisent une action qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et qui ensuite disparaissent sans qu'on arrive à les retrouver. Et quand bien même on les retrouverait, on retrouverait une moto, et pas les 200 qui ont attaqué. Je crois que la conclusion qu'on doit avoir en tête et sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, c'est que ce genre de mode d'action rend tout à fait inaccessible l'idée d'éradication. Or, dès qu'on a un attentat, on sait bien quelle est la première parole publique qu'on attend, c'est on va éradiquer. Non, on peut pas éradiquer. D'abord parce que on n'éradique pas les idéologies, la misère à coups de bombe, et ensuite on éradique encore moins des gens qui refusent d'aller à la bataille décisive. On ne déclare plus la guerre au sens du jus ad bellum. Il n'y a plus de bataille décisive. Il n'y a plus d'armistice, il n'y a plus de soumission ou de paix. La guerre ne commence pas, la guerre ne finit pas. Et en tout cas, elle ne le fait pas de façon formelle ou rationnelle. Et donc, on vit dans cette espèce d'entre-deux qui sont souvent les OPEX. Comme cette logique ne semble plus fonctionner, il faut se poser la question de savoir quel mode d'action on peut avoir et quels objectifs on peut avoir. Et je crois que la grande nouveauté de ce type d'adversaire, c'est pas de ces opérations, c'est que on doit passer d'une logique de destruction
des stocks militaires de l'ennemi, c'est-à-dire la guerre d'attrition, à une logique d'assèchement de tous les flux qui alimentent cet ennemi. Ce que j'appelle les flux qui alimentent cet ennemi, c'est les filières de recrutement de combattants étrangers, c'est l'accès aux technologies, l'accès aux médias, l'entraînement, le soutien et la confiance de la population. Et ça, c'est la fameuse adaptation dont tu parles, c'est ce que j'appelle le ciblage. C'est ça qui est assez nouveau. C'est-à-dire, on arrête de vouloir casser toutes les motos qui roulent au Sahel. Il faut avoir une logique qui est plus chirurgicale. Et c'est quoi le ciblage? Pour prendre une comparaison anatomique ou médicale, il faut d'abord très précisément dessiner l'écorché du corps de notre ennemi. Quand je dis du corps, c'est de l'organisation de notre ennemi. Il faut en définir le système veineux, le système nerveux, son squelette, les articulations, etc. Je passe. Ensuite, il faut se poser la question de savoir quels sont ses points de faiblesse et quel effet on veut avoir. Est-ce qu'on veut affaiblir? Est-ce qu'on veut amputer? Est-ce qu'on veut appauvrir? Est-ce qu'on veut créer de la dissension, le démoraliser, le neutraliser? Et ensuite, il faut agir sur ces points faibles qu'on a identifiés. Et quand je dis agir, il ne s'agit pas d'agir uniquement par des moyens militaires. Cet adversaire est dépendant de flux qui ne sont pas essentiellement militaires ou militarisés. Il faut pouvoir agir dans le domaine économique, dans le domaine sociologique, dans le domaine psychologique, mécanique, ethnique, etc. Plus généralement, et pour conclure sur cette question, si j'y ai répondu, tout ceci doit inciter les militaires, bien sûr, les politiques et tous les Français à une certaine modestie dans les objectifs qu'on se fixe. Il ne faut pas croire que parce qu'on déploie 2000, 3000, 4000, 10 000 militaires, on va résoudre définitivement par la seule force ce genre de problème. En fait, quand on y réfléchit bien, l'action militaire vis-à-vis de ce genre d'adversaire asymétrique, c'est probablement de réussir à amener leur niveau de nuisance à notre capacité de résilience. Et c'est probablement ça, un objectif qui est à peu près pragmatique et atteignable. Mais si l'on pense qu'à chaque fois qu'on interviendra, on va transformer le pays en question en canton suisse, je pense qu'on se trompe. Oui, justement, on a un peu ici l'image, à contrario de la politique américaine qui pensait faire de l'Afghanistan une démocratie à l'occidentale. On voit bien que cette dimension purement militaire, on a un paradoxe finalement, puisque on voit que ce soit du côté français au Mali ou en Syrie ou américain en Irak et en Afghanistan, on a des succès militaires, on n'a pas de victoire militaire au sens clausewitzien, et donc aujourd'hui, on voit que la seule dimension militaire sur laquelle, par facilité, comme tu l'as dit, on va mettre l'accent parce que c'est la partie la plus facilement maîtrisable et la plus immédiate, ne suffit pas. Donc, comment toi vois-tu une sortie d'engagement militaire par rapport à une solution finalement du problème au-delà de la simple utilisation de la force? Alors, pour poursuivre sur l'Afghanistan ou pour éclairer un peu l'Afghanistan, je regardais les études qui ont été conduites par une université de Rhode Island qui s'appelle University Brown. Et elle estimait que les 20 ans de guerre des États-Unis en Afghanistan avaient coûté 1860 milliards de dollars, c'est-à-dire 90 milliards de dollars par an pour un résultat qui est terrible au regard du nombre de soldats qui sont morts, de ceux qui sont blessés et de ce qui a été dépensé. Comment expliquer ça ou comment faire la pédagogie de la résolution des crises aujourd'hui? Je crois que la première raison de l'échec du tout militaire, si on l'appelle comme ça, c'est évidemment une palissade, mais c'est la mondialisation. La mondialisation a transformé les crises. Elle a transformé les crises en ce sens que aujourd'hui, dans les crises, si on est capable de cercler sur une carte l'endroit où il y a un prurit sécuritaire, où il y a un problème sécuritaire, on est incapable de définir toutes les limites et toutes les routes de ce qui l'alimente. Et en fait, c'est ça la problématique. C'est bien sûr, on sait où les gens se tuent les uns les autres, où les gens sont attaqués par cet adversaire, mais on n'est pas capable de savoir ou de définir
tout ce qui a contribué à ça et tout ce qui a alimenté ça. En fait, ça veut dire que la notion de théâtre d'opération n'a plus de sens. Et donc, on peut toujours continuer à jeter des seaux d'eau sur le foyer sécuritaire, mais si on ne trouve pas les filières de ce qui alimente ce foyer sécuritaire, alors on ne trouve pas de solution. L'exemple qui a été le plus visible, c'est ce qui s'est passé avec Daesh. Je crois qu'on a dû lancer l'équivalent de 12 ou 13 fois Dresde sur la Syrie, mais ça n'empêchait pas les filières de combattants étrangers de venir, le trafic avec les œuvres d'art volées en Syrie et le trafic avec le pétrole. Donc cette déconnexion, elle nous oblige à arrêter de regarder les crises avec l'œil rivé sur un microscope qui a une seule lentille militaire. Il faut les regarder au balcon beaucoup plus largement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien que la plupart de ces crises, ce ne sont pas des crises sécuritaires. La sécurité ou les déficits de sécurité est une conséquence d'autre chose. C'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de justice, c'est des problèmes de partage des richesses, etc., etc. Et donc, il faut réussir à agir sur tous ces leviers pour résoudre une crise. Réagir sur tous ces leviers, c'est aussi accepter en toute humilité ou en toute lucidité plus qu'humilité, qu'aujourd'hui, plus aucune crise n'est solvable par un seul ministère, une seule administration ou par un seul pays. Tout ça est fini. On n'est plus capable de faire ça. Personne, y compris la plus grande puissance militaire ou la plus grande puissance économique actuelle. Toutes nos opérations ou toutes nos volontés de nous impliquer et de résoudre des crises doivent désormais rentrer dans ce que j'appelle la période de l'inter. Et la période de l'inter, c'est l'interministériel au niveau national, c'est l'international au niveau international, multinational, et probablement il faut aller encore plus loin pour savoir comment on pourrait associer à cet inter à la fois le secteur privé et le secteur public, et à la fois les ONG, sans qu'elles deviennent des petits soldats habillés en kaki. En tout cas, il y a un grand enjeu sur la capacité à mobiliser tous les leviers qui résolvent les crises. Mobiliser tous les leviers qui résolvent les crises, c'est aussi être capable de les coordonner. Et moi, je crois que les crises actuelles, et la façon dont on leur apporte des solutions, repose sur ce que j'appelle un facteur de supériorité opérationnelle, qui est la capacité de coordonner. Celui qui est capable de coordonner le plus précisément, le plus de leviers, alors c'est lui qui a la main sur le joystick de la solution. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que, y compris en national, les ministères préfèrent nager dans leur ligne d'eau sans trop partager. Et c'est également difficile au niveau international, parce qu'il y a des politiques nationales d'intérêt qui ne sont pas toujours convergentes. Voilà. Donc pour moi, l'enjeu du 21e siècle, en tout cas des crises non étatiques, c'est-à-dire différentes de celles de l'Ukraine et de la Russie, c'est d'arriver à ce niveau de coordination. En fait, je pense que l'effort qu'on doit consentir collectivement, ce n'est pas uniquement les militaires ne sont que l'expression opérationnelle et militaire d'une volonté de résoudre une crise. Je crois que nous sommes passés de la résolution des crises ou de l'espèce de paralysie des crises qui pouvaient déboucher sur un holocauste nucléaire. On est passé ensuite à cette phase d'opération internationale mandatée par les Nations Unies, mais qui finalement n'impliquait quasiment que la force militaire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à des stratégies intégrales qui permettent d'agir sur tous les leviers qui créent, qui nouent ou qui dénouent les crises. Alors justement,
Tu parlais de la crise ukrainienne qui est assez particulière parce qu'on revient dans une guerre plutôt clausewitzienne, mais au-delà de la crise actuelle, on voit bien qu'on a une transformation de la posture russe par rapport à la vision du monde. Et la Russie est très présente dans la gestion de crise également, mais dans une approche très différente puisqu'elle utilise un levier indirect qui sont les sociétés militaires privées qui sont très présentes en Afrique. Et je sais que tu connais très bien ce terrain. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment par rapport au recours à des sociétés qui ne sont pas des forces militaires conventionnelles et les enjeux que cela peut porter pour les Russes ou pour les Français? En fait, il y a deux questions dans celle que tu poses. Il y a d'abord quel est l'enjeu d'un pays à l'international. Oui. L'enjeu d'un pays à l'international, à mon sens, c'est pas d'aller piller des mines, c'est finalement son influence internationale, sa stature internationale. Et pour cela, d'autres pays que la Russie ont trouvé des outils différents pour promouvoir leur image dans le monde. Alors, il y a la Turquie qui fait ça en recyclant des combattants syriens auxquels elle adjoint, en fonction des circonstances, des moyens de l'État. Mais il y a des choses qui sont très efficaces et beaucoup plus soft que font les Américains, qui n'a évidemment aucun rapport avec Wagner, qui s'appelle Bancroft. Bancroft, c'est une ONG qui est financée pour partie par le département d'État, pour partie par des fonds internationaux et qui, dans les pays, finalement, offre une palette de services qui sont les seuls à offrir de façon intégrée. De la formation, de la vaccination, de l'éducation, de l'infrastructure, de l'humanitaire, etc., etc. Moi, je crois que l'influence, en ce moment, c'est dans cette direction-là qu'on doit la créer. Et donc, il faut savoir si nous, on est capable de créer des outils publics-privés, complètement privés ou complètement publics qui sont capables de faire ça. Je pense que non. Je pense qu'on n'a ni les moyens, ni le temps et ni la volonté de faire ça. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est le volet beaucoup plus noir, entre guillemets, que tu évoques, c'est celui de Wagner. Moi, je crois qu'on est à peu près sans réponse à Wagner et on sera toujours sans réponse, on sera toujours, en tout cas je l'espère, on sera toujours sans réponse parce que nous, tout ce qu'on fait, on l'adosse au droit, droit de l'homme et au droit international, ce dont s'affranchit Wagner. On sait très bien qu'en Centrafrique, ils ont été accusés à multiples reprises de crimes de guerre. Et on en a les preuves, pas au sens juridique du terme, mais on sait les horreurs auxquelles ils se sont livrés. Et je pense qu'on va apprendre bientôt les horreurs auxquelles ils vont se livrer au Mali. Et donc, entre la performance sans éthique de Wagner, nous, on a choisi l'éthique, même si elle est sans performance. Et donc, on n'a pas de réponse à niveau à cette problématique-là, mais je pense que c'est un leurre pour les pays qui les accueillent. C'est un leurre parce que ces gens-là ne viennent que dans une logique de prédation. Ils ne viennent pas dans une logique de stabilisation, que de prédation. Et puis, c'est un leurre parce qu'en ce moment, s'acoquiner avec le pays qui est au banc de la communauté internationale, c'est aussi un risque diplomatique important pour des pays comme la Centrafrique, le Mali, le Mozambique, Madagascar et d'autres. Merci beaucoup. Je te rejoins sur le fait qu'une approche plutôt à la Bancroft est un modèle à suivre, peut-être pas pour la France, mais en tout cas pour l'Union européenne, qui aura peut-être les moyens dans sa politique de voisinage, par exemple, d'avoir une action beaucoup plus forte. Et on a vu des transformations ces derniers jours de l'approche, puisqu'on a décidé de flécher 450 millions d'euros pour soutenir l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Donc on a peut-être aujourd'hui un niveau de maturité de l'Union européenne sur les questions de défense qui permettrait de créer un Bancroft ou son équivalent en Europe. Mon général, cher Didier, merci beaucoup pour cet entretien qui était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir fait appel à moi. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.